Bonjour et bienvenue sur The Crime Reel. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un tueur en série du pays de Galles, qui a semé la terreur dans des communautés galloises bien plus connues pour leur sécurité. De magnifiques plages, lacs et montagnes. L'affaire d'aujourd'hui concerne un criminel qui, en raison de sa chemise et de sa cravate noire caractéristique, est devenu connu sous le nom de l'homme en noir. Aujourd'hui, nous repartons dans le nord du pays de Galles, année 1990. À la fin du mois de septembre 1995, la police a été appelée au domicile d'Henry Roberts, un ancien cheminot de 56 ans. Henry, qui était plutôt solitaire, vivait dans une ferme isolée à Cagaliog, sur l'île d'Anglesey. Son corps avait été découvert, face contre terre, sur l'allée de sa maison. L'autopsie révélerait que Henry avait été brutalement poignardé à mort avec ce que l'on pensait être un couteau de cuisine de 13 cm de long. Il a enduré 13 coups de couteau dans le dos et 14 autres à l'avant. Le corps de Henry a été retrouvé avec le pantalon baissé et une blessure par arme blanche sur chaque fesse. Cependant, rien n'indiquait qu'il avait été agressé sexuellement. Une équipe d'environ 60 policiers et experts médico-légaux a été mobilisée pour travailler sur l'affaire et examiner la scène. Une fouille approfondie, incluant des plongeurs de la police dans le ruisseau près de la maison d'Henry, n'a pas permis de retrouver l'arme du crime. On ne savait pas grand-chose sur Henry. Il restait généralement à l'écart, peut-être parce qu'il était homosexuel à une époque où cela était très peu accepté. Il n'avait pas de famille dans la région. Ainsi, la police n'a pas pu déterminer si quelque chose avait été volé dans la maison et un mobile clair pour le meurtre n'a pas pu être établi. Début octobre, la police avait reconstitué les déplacements de Henry dans les jours précédant sa mort. Il a été vu pour la dernière fois le mardi 26 septembre debout dans l'embrasure de la porte de sa maison. Durant cette période et les jours suivants, plusieurs véhicules ont été vus devant sa maison, dont une petite voiture blanche garée dans son allée. La police tenait absolument à retrouver le propriétaire de cette voiture. Et le 4 octobre 1995, un homme de 21 ans a été arrêté à Pontypridd, en lien avec le meurtre d'Henry. Il semblerait que l'affaire était en bonne voie d'être résolue. Mais après 71 heures en garde à vue, l'homme a été relâché sans être inculpé. L'enquête a continué. Cependant, à une époque où il n'y avait pas de vidéosurveillance et où les avancées technologiques dans la résolution des crimes étaient moindres, les progrès étaient lents. En novembre de cette année-là, il y eut un autre meurtre, le matin du 30 novembre 1995. Le corps de Keith Randalls, âgé de 49 ans, a été découvert sur le chantier de réfection de la route à Anglesey où il travaillait. Lui aussi avait été brutalement poignardé à mort. Keith, originaire de Borton à Chester, travaillait seul comme veilleur de nuit et vivait dans une caravane sur le chantier depuis environ 8 semaines. Il était père divorcé et aussi grand-père. Et il a été établi que sa fille, Lisa, a eu une conversation téléphonique avec lui vers 21h la veille de la découverte de son corps. Elle a dit que son père était de bonne humeur et qu'il avait hâte de rentrer chez lui pour Noël. Keith lui a dit qu'il prévoyait de sortir acheter du poisson frite pour le dîner, un homme correspondant. La description de Keith a été vue dans un magasin de poissons frites dans la vallée qui se trouvait à 15 minutes en voiture entre 9h15 et 9h45 ce soir-là. Keith est mort de multiples coups de couteau portés avec une lame d'environ 20 cm de long et 2,5 cm de large. Il était évident qu'il y avait eu une violente bagarre à l'intérieur de la caravane. Elle était en désordre, avec beaucoup de sang sur le sol. La première personne qui est tombée sur le corps de Keith lui a remonté son pantalon pour préserver sa dignité. Il n'y avait aucune preuve d'agression sexuelle. Des enquêtes de porte-à-porte ont été menées dans la région de Llangefni ainsi qu'une fouille minutieuse du chantier. La police a de nouveau identifié plusieurs voitures qu'elle souhaitait retrouver, notamment une Ford Cortina bleu foncé, une Escort XR 3i rouge, une fourgonnette Ford Transit et une voiture blanche qui était peut-être une Peugeot. Plusieurs objets manquaient dans la caravane, dont le téléphone Vodafone, utilisé pour la dernière fois lors de l'appel de Keith à sa fille le soir du meurtre.
un magnétoscope Mitsubishi dont la police possédait le modèle et le numéro de série, ainsi qu'une radio Roberts. Le meurtre de Keith a été enquêté séparément de celui de Henry, tout en reconnaissant que les deux décès pouvaient être l'œuvre du même tueur. 6 hommes âgés de 17 à 31 ans ont rapidement été placés en garde à vue dans les commissariats de Bangor et de Holyhead. Après interrogatoire, ils ont tous été relâchés sans charge. Le 9 décembre, il a été rapporté qu'un homme de 28 ans était interrogé en lien avec la mort de Henry. Nigel Owens, un chauffeur de taxi de Holyhead, a comparu devant le tribunal le 12 décembre et a été inculpé du meurtre de Henry, alors qu'il semblait que l'affaire de Henry touchait à sa fin. La police de la communauté a été choquée lorsque, un peu plus d'une semaine plus tard, il y a eu un autre meurtre. En décembre, la police a été informée d'une disparition. Sheila Davies était de plus en plus inquiète après que son mari Anthony, connu sous le nom de Tony, n'était pas rentré à la maison après avoir rendu visite à sa tante. Anthony était un père de 2 enfants âgés de 40 ans qui avait vécu à Lifan toute sa vie. C'était un homme heureux et travailleur qui avait travaillé dans la boulangerie locale pendant de nombreuses années avant de devenir assistant au crématorium de Colony Bay, quelques années plus tôt. Il ne fallut pas longtemps avant que la Ford Escort bleue de Tony ne soit retrouvée garée près de la digue à Penton Beach, à Abergele, non loin de là. Le corps de Tony a été découvert près du bord de l'eau. Il avait été poignardé à plusieurs reprises lors d'une attaque horrible. Le 20 décembre, une conférence de presse a été organisée où Sheila a supplié qu'on l'aide à retrouver l'assassin de son mari. Devenant trop bouleversé pour parler, le frère de Tony, Michel, est intervenu et a demandé de l'aide en disant « Nous voulons demander au public d'aider autant qu'il le peut. Antoine ne méritait pas de mourir de cette façon, alors si quelqu'un peut aider, qu'il se manifeste, s'il vous plaît. » La zone où le corps de Tony a été retrouvé était connue pour être un lieu de rendez-vous pour les homosexuels. Malgré les informations diffusées dans les médias à l'époque, rien ne prouvait que Tony était homosexuel, ce que la famille a toujours nié. Cependant, la police a travaillé sur la théorie selon laquelle Tony aurait eu une activité homosexuelle au moment de sa mort, et a compris qu'elle devait solliciter l'aide de la communauté homosexuelle. À l'époque, beaucoup d'hommes homosexuels redoutaient d'être identifiés comme membres de la communauté gay. Cela, ajouté à la méfiance envers les autorités, qui étaient peu connues pour blâmer les victimes de crimes haineux contre les homosexuels en invoquant leur prétendue promiscuité, a conduit de nombreuses victimes à garder le silence sur les abus ou la violence qu'elles avaient subis. Une ligne d'assistance anonyme a été mise en place et la police a reçu de nombreux appels. Un appel particulièrement significatif provenait d'un homme qui a déclaré avoir été abordé par une personne vêtue de cuir noir et avoir été attaqué et battu dans une maison à Kinmel Bay. Bien qu'il n'ait pas donné l'adresse de la propriété, il a fourni une description de la maison. Un autre appelant a signalé qu'un homme en camionnette s'était montré très agressif envers lui, sans pouvoir donner le numéro d'immatriculation. L'homme a pu décrire un emblème sur le côté de la camionnette. Cet emblème était le logo d'une société de location de véhicules à Denbigh. Ces 2 informations clés ont mené la police à un homme du nom de Peter Howard Moore. Peter est né à St Helens, dans le Lancashire, le 19 septembre 1946. Il a grandi dans une grande maison à Kinmel Bay, Conway, où sa famille tenait la quincaillerie locale. Sa mère a donné naissance à Peter assez tard dans sa vie. Elle ne s'attendait pas à avoir un enfant et elle a été ravie lorsqu'elle était finalement tombée enceinte de Peter. Elle l'a complètement gâté. Leur relation était extrêmement proche et il ne pouvait rien faire de mal à ses yeux. Cependant, sa relation avec son père était tout à fait différente. C'était un autoritaire strict, agressif, dominateur et souvent ivre. Lorsque son père est décédé en 1979, Pierre a repris la gestion de la quincaillerie familiale et il était un membre bien connu et apparemment apprécié de la communauté locale. On disait de lui qu'il avait toujours le sourire aux lèvres, qu'il était très poli et en général un homme vraiment sympathique. Il est tombé amoureux du cinéma enfant. Et lorsque ses finances le lui permettaient, il a commencé à acheter et à rénover de petits cinémas communautaires tout le long de la côte nord du pays de Galles. Cela lui a valu un certain intérêt limité de la part de la presse et il aimait se présenter comme le sauveur du cinéma dans sa région.
En 1995, il gérait 4 cinémas: Barguil, Holyhead, Kinmel Bay et Denbigh. Dans son rôle de projectionniste dans les cinémas, il devait s'habiller tout en noir. Peter était homosexuel mais a choisi de cacher sa sexualité à sa famille car il craignait de blesser sa mère, qu'il adorait. Avec le temps et après la mort de son père, il a eu plus de liberté et de confiance pour avoir des relations avec d'autres hommes. Il allait draguer pour des rencontres sexuelles brèves et anonymes. Sa mère était morte en 1994. Et après cela, il est devenu un peu moins secret sur sa sexualité, certaines personnes commençant à penser qu'il pouvait être homosexuel. Peter a fait appel à un cabinet d'avocats local pour s'occuper de la succession de sa mère, où il était considéré comme un homme bien parlé, calme et discret. Une opinion qui aurait été sérieusement remise en question lorsque Peter a utilisé ce même cabinet d'avocats quelques années plus tard pour sa défense pénale. La maison de Peter correspondait à la description donnée à la ligne d'information anonyme. Il a aussi été révélé qu'il avait loué une camionnette de l'entreprise dont l'emblème avait été décrit par l'autre appelant. Le 22 décembre, la police était en mesure d'aller de l'avant. 2 équipes ont été constituées avec le plan d'arrêter Peter pendant qu'il était chez lui, lorsqu'elles sont arrivées à son domicile, Darlington House, à Kinmel Bay. Il quittait l'allée en voiture et la police n'a eu d'autre choix que de le suivre. Arrêté sur le bord de la route, il est resté sans émotion lors de son interpellation. Les habitants étaient choqués et beaucoup pensaient que la police avait dû faire une erreur. Le gentilhomme du magasin de bricolage ne pouvait sûrement pas être un meurtrier. Peter a d'abord été accusé du meurtre de Tony Davis. Il a nié toute implication dans le crime. À la fin de cet entretien, Peter a été immédiatement de nouveau arrêté et accusé du meurtre de Keith Randall. Peter a de nouveau nié avoir quoi que ce soit à voir avec ce crime. Puis, aux premières heures de la veille de Noël, il a dit à la police qu'il était prêt à faire une déclaration. Il a ensuite avoué et donné des détails sur chaque meurtre. Peter a dit qu'il avait aperçu sa première victime, Henry Roberts, rentrant du pub un soir. Peter a fait semblant que sa voiture était en panne et a engagé la conversation avec Henry. Les 2 hommes partageaient un intérêt pour les objets de collection nazis. Quelques nuits plus tard, Peter est revenu dans le quartier et a fait du bruit devant la maison pour attirer l'attention d'Henry. Quand Henry est sorti voir ce qui se passait, Peter l'a poignardé. Henry a essayé de retourner à la maison en courant, mais Peter marchait derrière lui, le poignardant sans cesse dans le dos. Quand Henry s'est finalement effondré au sol, Peter a baissé le pantalon d'Henry et l'a poignardé dans les 2 fesses. Les coups de couteau ont été donnés après la mort. Peter est ensuite entré dans la maison et a volé un drapeau à croix gammée. À ce moment-là, le chauffeur de taxi de Holyhead, qui avait été accusé du meurtre d'Henry, était toujours en garde à vue. Alors que Peter commençait à révéler les détails concernant sa 2e victime, les policiers chargés de l'interroger étaient complètement choqués. Il a expliqué à la police avoir rencontré un homme dans un bar gay, le Pacos, à Liverpool en octobre de cette année. L'homme, Edward Carty, a demandé à Peter de le raccompagner chez lui après qu'Edward soit monté dans la voiture de Peter. Il s'est endormi et à son réveil, il s'est rendu compte qu'il était dans une forêt, très loin de chez lui. Edward a essayé de s'enfuir, mais Peter l'a rattrapé, selon Peter. Edward lui a alors demandé « Tu fais partie de ces types, Nielsen ?» comme le tueur en série Dennis Nielsen. Peter a ensuite poignardé Edward à mort. La police n'avait aucune connaissance de ce meurtre jusqu'à la confession de Peter. Peter leur a fourni une carte précise indiquant où il avait laissé le corps d'Edward. Les restes très décomposés d'Edward ont été retrouvés peu après. Il a été identifié grâce à ses dossiers dentaires. 7 semaines après qu'il ne soit pas rentré d'une soirée, sa famille a reçu la terrible nouvelle qu'Edward avait été assassiné. La 3e victime, Keith Randall, était un autre meurtre purement opportuniste. Peter était très stressé par ses difficultés financières et par le fait que la banque envisageait de saisir son entreprise. Peter a découvert que tuer des gens était pour lui un moyen d'évacuer son stress. Alors, lorsqu'il est passé devant le chantier et a vu de la lumière dans la caravane de Keith, il est allé frapper à la porte d'entrée. Lorsque Keith a ouvert la porte, Peter a planté un couteau dans son ventre. Une violente lutte a éclaté, durant laquelle Keith a été poignardé plusieurs fois. Peter a ensuite donné des détails sur sa dernière victime.
En décembre 1995, il est parti en voiture et a croisé Tony Davis. Après une brève discussion avec Tony, Peter a sorti un couteau et l'a poignardé plusieurs fois. Tony s'est défendu et Peter a également été blessé avec le couteau. Mais finalement, il a maîtrisé Tony, qui est mort sur la plage à cause de ses blessures par arme blanche. Après avoir avoué 4 meurtres, Peter a ensuite reconnu de nombreux attentats à la pudeur et agressions violentes contre des hommes au cours des 20 dernières années. Lorsqu'on l'a interrogé sur ses crimes, Peter est resté froid et sans émotion. « Je ne ressens absolument aucun remords pour ce que j'ai fait. » Lorsqu'on lui a demandé comment il se sentait après, il a répondu « J'étais satisfait, c'était un travail bien fait. » C'était amusant, ajoutant qu'il y avait un certain plaisir à tuer. La police ne s'est pas seulement appuyée sur les aveux de Pierre, mais a constitué un dossier complet de preuves contre lui. Ils ont déterminé que, pour que Pierre soit sexuellement satisfait, il devait dominer l'autre partie, à la fois psychologiquement et physiquement. Avec le temps, il a eu besoin d'augmenter le niveau de violence pour obtenir le même plaisir, et les meurtres ont commencé. Une fouille du domicile de Pierre a révélé que chaque pièce, à l'exception de la chambre de sa mère qui était restée intacte depuis le jour de sa mort, était consacrée au sadomasochisme, alors qu'il était connu pour s'habiller en noir dans son rôle de projectionniste au cinéma. Cela s'était transformé en un désir croissant de s'habiller comme un soldat nazi. Bottes noires, long manteau en cuir et pantalon en cuir. La police a aussi découvert du sang sur les murs de la maison. Une veste de Tony, le magnétoscope du meurtre de Kiss et le drapeau à croix gammée trouvé chez Henry. De plus, au moment de son arrestation, la police a trouvé un couteau dans la voiture de Peter qui s'est avéré plus tard contenir le sang de Tony, malgré toutes les preuves contre lui et ses aveux complets. Le 3 janvier 1996, Peter a déclaré à la police qu'il avait en fait tout inventé et qu'il était un simple témoin innocent des crimes. Il a ensuite affirmé que les meurtres avaient été commis par ce qui s'est avéré être son amant homosexuel imaginaire, Jason, qu'il avait nommé d'après le tueur. Dans les films Vendredi 13, des films qu'il projetait souvent dans sa chaîne de cinéma. Pierre a poursuivi cette ligne de défense lorsque l'affaire a été jugée, au cours de laquelle il s'est comporté comme si la procédure était amusante et divertissante pour lui. Après 4 semaines de témoignages, le jury a délibéré pendant seulement 3 heures et demie avant de déclarer Pierre coupable de 4 chefs de meurtre. En novembre 1996, il a été condamné à la réclusion à perpétuité avec la recommandation qu'il ne soit jamais libéré. Le juge a déclaré que vous étiez responsable de 4 meurtres sadiques et à aucun moment vous n'avez montré le moindre remords ou regret pour ces meurtres, ni pour les 20 années de violence qui les ont précédés. Je vous considère comme l'homme le plus dangereux qu'il soit possible de trouver. Son avocat se souviendra plus tard d'une partie de la confession de Pierre qui l'a particulièrement marqué, affirmant qu'il nous a raconté comment il avait repéré un homme qu'il voulait tuer. Alors qu'il conduisait autour de Langefny, il n'a pas pu s'arrêter à cause du sens unique. Quand il est revenu au même endroit, l'homme était parti. Premièrement, je suis stupéfait par l'esprit d'un homme qui obéit à un panneau sens unique, mais ne pense rien du meurtre. Et deuxièmement, que cet homme, qui qu'il soit, ne saura jamais à quel point il a eu de la chance. En avril 2000, Pierre était de nouveau au tribunal, cette fois pour réclamer des dommages-intérêts aux personnes à qui il avait confié sa maison et ses biens. 2 de ses amis, Léon Bradshaw et Pauline Pridourche, ont été chargés de s'occuper de la propriété et ont reçu l'autorisation de vendre certains objets. Mais Pierre leur avait donné une liste des objets qu'ils souhaitaient conserver. Pierre a découvert que le couple avait tout pris dans la maison et avait également dépouillé le bâtiment, allant jusqu'à arracher les éviers et les planchers en bois franc. Il a obtenu près de 13 000 livres sterling de dommages et intérêts pour la perte de ses biens, allant de meubles anciens et d'affiches de cinéma à des nains de jardin et des boîtes de conserve. L'année suivante, Pierre est de nouveau passé devant le tribunal, cette fois pour réclamer 160 000 livres sterling de dommages et intérêts à la police du nord du pays de Galles, qu'il accusait de ne pas avoir protégé sa maison après son arrestation en 1995.
Cette fois, l'affaire a été rejetée au motif qu'il n'avait aucune chance réaliste de gagner un procès en 2011. Il a contesté devant la Cour européenne des droits de l'homme sa peine de réclusion à perpétuité incompressible, invoquant son interdiction en Europe. En début d'année suivante, l'échec de cet appel a été annoncé. En 2013, il a été annoncé que la Cour européenne des droits de l'homme avait statué qu'il devait y avoir une possibilité de libération et de réexamen pour être compatible avec les droits de l'homme. Néanmoins, en février 2015, la Cour a confirmé la légalité de telles peines de perpétuité au motif qu'elles seraient réexaminées dans des cas exceptionnels. Peter a maintenant 77 ans et reste en prison. Cela conclut l'histoire d'aujourd'hui. Veuillez vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Merci d'avoir écouté The Crime Reel. Prenez soin de vous. Au revoir PST. Les 20 coups environ mentionnés dans l'histoire. Les armes de prédilection que Pierre utilisait étaient soit une matraque de police, soit une massue en bois. Au revoir.